Retour gagnant et de retour à la maison. On a quitté la Défense Arena et ce bel écrin pour revenir dans notre petit studio. Mais on va débriefer ensemble dans notre rendez-vous tennis du mardi sur HBO Max et sur YouTube. Eh bien, ce Rolex Paris Masters en très belle compagnie avec Nico Mahut, avec Olivier Canton. Salut Anne. Une Salut, belle Anne. première à Paris, la Défense Arena. Ça y est, on le tient maintenant, ce Alors, nom. je ne sais pas si j'ai encore bien la Défense. J'ai le Rolex Paris Master à la Défense. Paris, la PLDA. Défense Arena. Paris, la Défense Mais Arena. oui, magnifique première. Franchement, ils ont relevé le défi. Il y avait des doutes, hein, on ne va pas se mentir, avant le tournoi. Je pense que les doutes ont été levés. En tant que joueur, on a été vraiment bien accueillis. L'ensemble des joueurs ont été vraiment très satisfaits des conditions qu'ils ont reçues. Alors, il y a un petit détail, évidemment, sur l'hôtellerie, mais ça, c'est vraiment à part. Je pense que ça va vite être... l'année prochaine, ils vont vite rectifier le tir. Mais honnêtement, sur les conditions de jeu, d'accueil, c'était vraiment... Et puis Oui, il y a eu des petites imperfections, mais c'est vrai que Pour les c'était quand même journalistes aussi. Hein, Oui, on était très confortables, il faut quand même le C'est une vraie reconnaître. réussite. Puis la mise en lumière, la mise en scène, l'entrée sur le court, ils sont parvenus à faire oublier quand même ce qui était iconique à Bercy, la sortie du tunnel. Ils l'ont fort, fait ça. différemment, mais presque on s'est dit, ça a toujours été comme ça et presque Ouais, en mieux. non, C'était c'était bien, une c'est bien. vraie Ils ont réussite. gardé l'identité de Exactement, départ ils ont, en adaptant Ils ont à des réussi lieux à garder différents. leur âme. Bravo. Moi, ça me fait bizarre de voir Nicolas Sims. La dernière fois que je l'ai vu, tout le monde pleurait, c'était au bord du cours après la Moi aussi, cérémonie. j'ai pleuré Oh là devant là, la télé. c'était... Ouais, j'ai séché mes larmes. Avant d'évoquer le sacre de Sinner, on va bien sûr dire un mot sur ce vrai clap de fin. Cette fois-ci, c'est terminé. Avant mon comeback. The end, Non. avant le comeback. Attends, Nico, t'as quand même eu la une Attends, de l'équipe. ça, Alors, C'est fabuleux, ça. ouais. c'est beau. Ouais. Ça. Alors ça, Il vraiment... y a eu Roger, il y a eu Nadal et il y a eu toi, quoi. Bah, très honnêtement, c'est ce que je leur ai dit. Peut-être que soit il n'y avait pas grand-chose à dire ce jour-là, ou soit ils ont perdu leur lucidité. Mais en tout cas, moi qui suis un grand fan de sport, j'ai été extrêmement touché et très surpris de voir que... Ah, c'est une sacrée reconnaissance. Ouais, hein. c'est une vraie reconnaissance. Ouais. Ah ouais. Et donc oui, je vais certainement l'encadrer et la garder chez moi. Il y a eu la une de l'équipe, il y a eu le tweet de Novak Djokovic, enfin l'Insta, où il te félicite aussi pour ta carrière. Ça, c'est sympa, on le voit. Bravo Pas rien quand même. pour ta brillante carrière. En français en plus. Ouais. Oui. Ouais. Puis je La crois qu'il classe. n'a pas dû être le seul, non? Tu as dû recevoir Non, j'ai beaucoup de reçu marques plein de d'affection. messages. non Oui, non, mais c'est vrai que j'étais presque trop, j'ai envie de dire. Enfin, je m'y attendais pas. Déjà après Roland, j'étais comblé. Là, déjà, j'étais reconnaissant d'avoir la wildcard pour pouvoir terminer sur le terrain et la manière dont ça s'est terminé. J'étais comblé. J'ai réussi ma sortie en tout cas. Tu nous as blessé Grigor Dimitrov, par contre. Ouais, alors je l'ai eu. Alors pour la petite histoire, je l'ai encore eu ce matin parce que franchement, je culpabilisais le lendemain et il m'a dit t'inquiète pas, tout va bien. Je pense que lui aussi voulait se rassurer pour revenir à la compétition après de longs mois d'arrêt. Il voulait pas se présenter sur le terrain face à Medvedev, un peu diminué parce que l'air de rien, il avait fait quand même 2 matchs. Et aujourd'hui, tout va bien. Il se prépare pour l'année prochaine. Alors tu sais que ça a été un carton d'audience, tout le tournoi et la finale, notamment avec des records pour le match, pour l'Eurosport Tennis Club. Ton match, aussi la fin de ton match a été un vrai carton. Il y a eu un vrai pic à ce moment-là. Et il y avait du monde, même c'est- à côté des tribunes, qui n'avaient pas de la place pour tout le monde. Il y avait du monde pour voir ce moment. En plus, c'était face à un autre Français, Edouard Roger Vasselin, donc ça... Ouais, il y avait un petit peu tout. C'est vrai que j'aurais préféré ne pas affronter Edouard sur un dernier match, mais le fait d'avoir Grigor à mes côtés, très honnêtement, en plus c'est Richard qui m'a fait penser à Grigor. Parce que Richard. Gasquet, qui t'a donné l'idée? Oui, parce que je pensais en fait dans ma tête qu'il reprenait qu'en 2026, qu'il était baissé, qu'il revenait pas, et moi j'étais à balle à ce moment-là. Finalement, ça n'a pas pu se faire avec Pierre-Hugues, et du coup, j'étais encore en train de chercher un partenaire, et Richard me dit, mais attends, je viens de voir Grigor au CNE s'entraîner, et tout de suite pour moi c'était C'est génial. une révélation. C'est génial ces histoires comme Attends, ça. j'ai vu Comprenez Grigor, pas. je vais lui Tu vois, demander. il était là. Non, mais si j'y avais pensé, évidemment que c'est un joueur auquel j'aurais pensé avant, oui. parce que je voulais que pour ce dernier match sur le tournoi, il y ait un sens. J'ai fait toute ma carrière avec lui, on a joué ensemble, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et du coup, au début, j'en ai parlé à son coach. Son coach, il disait, attends, c'est sa reprise, à mon avis, le simple suffira. Et puis dès que je lui ai demandé, tout de suite, il a été fantastique. Il m'a dit, c'est ton dernier match, vraiment la classe. Vraiment, on a souvent dit, Grigor, c'est la classe. Là, il l'a montré et il ne l'a pas exposé. C'était entre lui et moi. Il m'a dit, écoute, c'est ton dernier match, j'ai envie de t'accompagner du mieux possible. Et il s'est dit, voilà, je pense que j'ai le feu vert médical. Et il a hypothéqué quand même son tournoi, l'air de rien en simple. Mais pour lui, il m'a dit, je sais que c'est important à la fin, je vais t'accompagner du mieux possible.
Et vraiment, c'était un vrai gentleman. Bon, enfin, il te fait quand même 2 doubles dans le super tie-break. Ouais, Hein. enfin, j'en ai rajouté une petite troisième aussi. Il y a eu aussi de Nico. Il y a J'en ai fait quelques une beaux petite revers à troisième. une main. Oui, tu l'as pas engueulé quoi quand il a fait ça. Non, mais, Si, il a passé un savon. au-delà de ça, Qu'est-ce qu'il fait même son discours, je veux dire, avant le match, j'étais très émotif. J'avais mon Ouais. père dans les tribunes. Enfin, c'était compliqué ma préparation de match Et oui. toute la journée. Et lui, il m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est normal. Laisse tes émotions parler, personne t'en voudra. Enfin, vis ton match à fond. Je vais être là, je vais t'accompagner. Et puis son staff aussi. Enfin, vraiment, j'ai vécu un dernier match vraiment fantastique. Une dernière journée un peu particulière, mais fantastique. Il y a quelqu'un qui est venu nous en parler au micro de Eurosport Tennis Club, c'est Arnold Mongo qui allait t'interviewer, quelqu'un que tu connais bien, Nico, et qui avait un petit mot à dire sur cette vraie dernière. C'est une page qui se tourne pour lui, mais également une page qui se tourne pour moi. C'est quasiment tous les plus beaux souvenirs de ma carrière aujourd'hui qui remontent. Et voilà, Nico, c'est un très grand champion. C'est quelqu'un qui mérite d'être fêté, qui a fait une carrière extraordinaire, qui a touché les gens, voilà, qui a laissé une trace dans le monde du tennis, que ce soit à l'international par ce match, mais même en France, quoi. C'est un grand monsieur et je suis hyper fier de lui, hyper fier de tout ce qu'il a accompli, et hyper fier du fait qu'il soit fêté comme ça. C'est quelqu'un qui m'a permis d'y croire et qui m'a vraiment poussé, qui m'a fait comprendre qu'en fait on avait cette capacité-là. C'est quelqu'un qui m'a vraiment poussé au quotidien et qui voyait les choses en grand pour nous. En plus de ça, c'est un bosseur. J'ai envie de dire c'est un chien, mais voilà, c'est quelqu'un qui a cette combativité. C'est pas étonnant qu'il ait réussi à tenir ça pendant 11 heures sur un match à Wimbledon. Et votre plus beau souvenir avec lui, c'est quoi? C'est le premier cas à Wimbledon, c'est Roland, c'est quoi? J'en ai trop, je peux pas en choisir un. J'en ai beaucoup trop. C'est un chien. Voilà ce que je retiens. Ouais, mais en final, je prends ça comme un compliment parce que j'ai des maîtres, moi. Andy Murray, Rafa, Hewitt, David Ferrer, tout ça, ce sont mes maîtres, les maîtres clébards, comme on les appelle. Bel hommage. Je suis touché par ces mots. Ah, tu vas encore pleurer. Non, ça suffit. Non, c'est ça bon, suffit. maintenant je me retiens, ça va. Ça suffit. J'ai pas prévu les mouchoirs. On va parler de tennis, on va parler de Sinner, de sa première à Paris. On évoquera la place de numéro 1 mondial, évidemment, qui est en jeu en cette fin de saison, le niveau de français, le Masters de fin d'année. On démarre quand même par cette belle victoire de Yannick Sinner. Et pour ceux qui n'auraient pas tout vu, eh bien, on a un petit récap qui vous dit tout. C'est préparé par Thomas Morel, regardez. Après 39 ans de bons et loyaux services, c'est fini Bercy, le Rolex Paris Masters fait peau neuve. On tourne la page du POPB, l'Accor Arena, et on ouvre celle de la PLDA, Paris La Défense Arena. Entre nostalgie et excitation, un déménagement ne laisse jamais insensible, mais globalement, les nouveaux quartiers du Masters parisien à La Défense ont fait l'unanimité chez le public comme chez les joueurs, ou presque. Hey, how are you? Good to see you. Oh, he's coming back. What do you think about the new venue? The venue is nice. Yeah? The court speed, you need to go Yeah? faster again. Yeah? It's too slow. That's me. Une surface qui a en effet fait beaucoup parler, sur laquelle Carlos Alcaraz s'est pris les pieds dans le tapis. Comme à chaque emménagement, il y a beaucoup de cartons et souvent de la casse. Le numéro 1 mondial s'est fait expulser d'entrée par un spécialiste de la défense, Cameron Norrie. Défaite en 3-7 assez inexplicable pour un Carlitos méconnaissable. I don't know. It's just Après des débuts prometteurs, les Français n'ont pas fait long feu non plus. Dès le mercredi, nos 4 derniers tricolores, Müller, Rinderknecht, Moutet et Cazot, ont été envoyés au lit au soir du deuxième tour, priés de repartir FISA à la maison. On est mercredi soir, il n'y a plus de Français dans le tableau de simple. as I said on the court, he talks too much. That's the way, he attracts attention, and I have to put him in his place. So that's what I did. Plus de bleu, resté du rouge et blanc avec la sensation monégasque Valentin Vachereau, nouvelle coqueluche du public parisien. C'était vachement bien, Valentin Vachereau est en quart de finale de Rolex Paris Masters, quel exploit! On est venu voir un petit peu la star du moment. C'est le dernier français un peu quand même, parce qu'on n'en a plus, donc on va dire que c'est notre français à nous, voilà. Après son conte de fées à Shanghai, le cousin de Rinderknecht a remis ça face à Arthur. Un parcours en guise de confirmation jusqu'en quart, où le cousin monégasque a cette fois remis les pieds sur terre, surclassé par le cousin d'Amérique, Félix Auger-Aliassime.
spécialiste de l'indoor, le Canadien retrouve ses sensations de 2022 où il avait signé 16 succès de rang en fin de saison. Passé pourtant à 2 points de la défaite face à Alexandre Müller, Félix Auger-Aliassime est ensuite monté en puissance jusqu'à se mettre samedi en demi, le public dans la poche. J'espère avoir le support du public français. Pour moi, c'est le plus important, c'est la finale demain. Une qualification Masters, c'est super, j'ai déjà été, mais d'avoir une occasion de gagner un Masters 1000 ici à Paris, c'est beaucoup plus motivant que n'importe quoi. Mais pour aller chercher le plus beau titre de sa carrière, F2A devra battre le patron de la surface, le boss de fin. Yannick Sinner. Même sur une jambe, l'Italien reste intouchable dans ces conditions. Invaincu en indoor depuis la finale du Masters 2023, Sinner a survolé son tableau, collant même 6-0, 6-1 en demi à un Zverev au ralenti. Et pour le titre dimanche, même si Félix a bien mieux résisté, l'issue fut la même. 5e succès en 2 manches. Merci, au revoir. Oh, incroyable. Il termine sur un revers gagnant. Exceptionnel. En effet, Sinner soulève pour la première fois l'arbre de Fanti et retrouve temporairement son trône de numéro 1 mondial. Il faudra enchaîner avec un 2e sacre au Masters de Turin pour espérer le conserver. C'est ça qu'on retient de cette semaine, le sacre de Sinner qui récupère la place de numéro 1. La première fois à Paris, il n'avait pas eu des très bons résultats jusqu'ici à Bercy. À la défense, c'est mieux pour le numéro 1 mondial. Ouais, on retient beaucoup de choses. On l'a dit dans le début de reportage par l'excellent Tom Morel. Le déménagement, parce qu'on l'a vu parler de la surface, il y a eu de la polémique sur la, oui, sur la oui, vitesse, c'est vrai qu'on en il y a a parlé. eu le terrain. Moi, en tant que joueur, encore une fois, je reviens sur le tournoi, j'avais des gros doutes sur le central, parce qu'on l'a vu à Miami, lorsqu'on met un central sur un grand terrain, moi à Miami, je suis vraiment pas fan du tout. Et là, pour le coup, avec la manière dont ils l'ont fait, on n'a pas l'impression d'être dans un stade gigantesque comme ça. Alors oui, il y a un peu d'espace dans l'axe du terrain. Il y a une partie peut-être qui peut. Il y a une partie du public, c'est vrai, qui se trouve très éloignée. Ça sera peut-être un petit peu. On va voir comment ils vont aménager les prochaines années, mais dans l'ensemble, tu rentres quand même dans une enceinte, c'est vraiment très très bien fait. Il y a eu cette polémique sur la vitesse du terrain, des balles aussi évoquées par Félix. Mais sportivement, oui, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir le sacre de Yannick Sinner, sans qu'il ait... il a survolé, parce qu'il n'a pas perdu un set, mais voilà, faut mesurer un peu ce que je veux dire, mais je n'ai pas trouvé le Yannick Sinner du début d'année, où je l'ai trouvé par moments sur un film, que ce soit physiquement, même mentalement, je l'ai trouvé, moi, un petit peu usé. Mais lorsqu'il a besoin... Mais il gagne quand même. Il gagne quand même lorsqu'en fait en indoor il a tellement de marge, je crois qu'il a 25 ou 26. C'est la 26e victoire de suite. La dernière fois qu'il a perdu, c'était en finale du Masters contre Novak Djokovic en 2023. Et il a de la marge sur cette surface, mais je le sens, il n'a pas joué à son meilleur niveau. Quand il a besoin, il accélère. La demi-finale contre évidemment Zverev, on ne peut pas vraiment elle est tronquée, débriefer. On ne peut pas l'analyser parce que ce n'était pas le Zverev en face. Exactement, contre Félix. On voit très bien, il est un peu au-dessus quand il doit accélérer, qu'il doit enfermer Félix dans le revers, il va le faire. Il fait le break d'entrée déjà, et après il y a le tie-break quand ça se tend. Je le trouve quand même sur un fil. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est fatigué. On le voit, combien de fois vous avez vu Sinner se retourner vers son clan et puis invectiver un peu son clan? Jamais, on le voit jamais faire ça. La finale de Roland. C'est bien aussi, non? Non, mais c'est très bien, mais je pense qu'il est un peu usé. Oui, ça traduit une forme de nervosité. Et puis, il y a eu tant de gestes tout au long de la semaine, des attitudes traduisant une fatigue ou une blessure éventuelle. Moi, pour la finale, j'étais vraiment au bord du court et c'était toujours très marquant. Dès qu'il y avait un échange un peu intense, tu vois, avec 4-5 frappes de balles, tu sentais, tu avais le sentiment qu'il était fatigué, qu'il avait besoin de retrouver son souffle. Il était tout de suite très marqué. Moi, c'est ça qui m'a frappé tout au long de la semaine. Alors, tu te disais, mais c'est pas possible, il est fatigué, il va pas tenir jusqu'au bout. Et malgré ça, il arrivait à retrouver un deuxième souffle pour ensuite maintenir son avantage. Pourquoi est-ce qu'il est aussi fort en indoor, Yannick Sinner? Parce que déjà, il n'y a pas d'incertitude au niveau de la balle. Il sait exactement où la balle va arriver, comment elle va rebondir. C'est peut-être le joueur le plus précis au niveau de son jeu de jambes. Et puis, il s'est investi dans toutes ses frappes. Il est tellement équilibré, tellement précis, que du coup, il a une telle confiance dans ce qu'il fait qu'il peut s'engager à fond.
La balle arrive toujours. C'est difficile en indoor de varier, que ce soit les hauteurs, parce que normalement, bon, là c'est un petit peu lent, mais normalement ça va assez vite. Donc il a toujours la balle plus ou moins à la même hauteur. Et dans ces conditions, en cadence, il est pratiquement imbattable parce qu'il retourne tout. Il a une qualité de retour qui est exceptionnelle. Il a progressé au service. Hein. Il avait des bonnes stats là au service. Il a progressé au service, mais aussi parce que l'indoor lui permet d'être plus régulier. Après, quel joueur aujourd'hui Félix, on a bien très très fort en indoor, c'est un joueur très bon, qui n'arrive pas à lui prendre un service, coup droit, mais dès qu'il va avoir besoin, il va le bloquer dans le revers. Et puis là, d'un coup, on voit la différence de niveau. Il faut encore que Félix arrive à passer encore un cap. Mais très honnêtement, en indoor, il y en a très, pas d'équivalent. Puis il a ajouté une touche de créativité avec ses amortis. On l'a vu tester des amortis. Beaucoup plus précis dans ses amortis cette semaine par rapport à Pékin où il faisait n'importe quoi. Là, on sent qu'il a un plan de jeu beaucoup plus clair quant à l'utilisation des amortis. Ça a été travaillé. Oui, et puis il peut encore évoluer sur son jeu vers l'avant, son jeu de transition, son jeu au filet. Il peut encore évoluer. Et puis surtout, quand on lit ses déclarations, il est obnubilé par Alcaraz. Donc on va revenir sur la place de numéro 1 mondial. Ouais. Même si elle est anecdotique à la fin de Bercy, elle le sera beaucoup moins à la fin de l'année. À la fin de Paris, Nanterre, Paris. Il y a un Bercy. Il y a une cagnotte pour ça. C'est comme les Aces. Je vous ai dit en début d'émission qu'il va me falloir un petit peu de temps encore. Donc même s'il a gagné à la Défense, là, parce que tout le monde lui en a parlé toute la semaine, parce que évidemment on sait que c'est en jeu, etc. Moi je suis convaincu qu'il n'y a pas pensé. Ah oui, c'est possible. Et que pour lui, déjà parce qu'il n'avait pas eu des bons résultats jusque-là dans ce tournoi, donc lui parler tout de suite de victoire, de place de numéro 1, ça lui permet. Il n'était peut-être pas convaincu de gagner déjà le Rolex Paris Masters. Oui, avec la fatigue Ah. accumulée, il venait après son titre à Vienne, il le sentait. Je pense que lui, en indoor, s'il dit qu'il n'est pas blessé, il pense qu'il va gagner. Très honnêtement, en indoor, il voit bien. Il vient là pour gagner, hein, clairement. Voilà, évidemment qu'il est très humble et qu'il a des adversaires qui jouent très bien, mais il sait que s'il joue son niveau, qu'il n'a pas de pépin physique, il va gagner. Alors, il avait dit au début du tournoi, Yannick Sinner, la place de numéro 1, j'y pense pas. Pour moi, c'est impossible. Il avait employé ce mot de finir l'année numéro 1. Alors, honnêtement, je n'y pense pas pour le moment. Ce sera un objectif pour l'année prochaine. Eh bien, ce qui était impossible il y a encore une semaine devient beaucoup plus réel aujourd'hui parce qu'il a gagné donc ce Rolex Paris Masters, et que c'est le Masters de fin d'année donc qui va être le juge de paix par rapport à Alcaraz, qui a de l'avance sur le classement à la race. Sois précise, attention. Oui, attention. Il y a un scénario, clairement. De toute façon, il n'a pas son destin en main, Yannick Sinner. Il doit gagner le Masters à Turin, et il ne faut pas que Carlos Alcaraz gagne 3 matchs. Voilà. Si Alcaraz gagne 3 matchs au Masters, c'est fini. Quel que soit le parcours de Sinner. Sinner, lui, doit de toute façon aller au bout. Il doit aller au bout, mais il y a un scénario aussi où s'il gagne le Masters en perdant un match en poule, je crois que 2 matchs à Alcaraz suffisent. Eh oui, parce que c'est ça. Il faut qu'il aille chercher les 1000. Il faut qu'il fasse le plein. Il faut qu'il fasse les 1500 points des 3 matchs de poule, la demi-finale et la finale. Ouais. Ça fait... Et parce qu'il remet en jeu les 1500 points de son titre, c'est lui le tenant du titre, alors que Carlos Alcaraz l'an dernier avait perdu en poule, donc il n'a que 200 points à défendre, ce qui explique que s'il gagne 2 matchs en poule et qu'il gagne la demi-finale, Carlos Alcaraz, il est sûr de finir numéro 1. Moi, je pense très sincèrement que Sinner... Moi, je ne vois pas Sinner passer à côté de l'événement. Comme dit Ouais. Nico, d'abord parce qu'il a de la marge. Ce sera son dernier tournoi de l'année. Ce sera chez lui. On rappelle qu'il ne participera pas à la Coupe Davis derrière, que ça a fait quand même beaucoup de bruit. Ah, ils n'ont pas aimé les Italiens. C'est la dernière occasion pour lui de briller devant son public, donc il aura vraiment à cœur de ne pas se louper. Donc il sera en plus surmotivé. Il faut voir l'accueil quand même. Ils vont vite oublier. Hein. En plus, dès qu'ils peuvent gagner, il faut voir les stats au Masters quand même. Là, d'un côté, Sinner, qui depuis 2 ans gagne quasiment tout au Masters, passe jamais au travers. Il gagne l'année dernière, il perd qu'en finale il y a 2 ans. Alors que Carlos Alcaraz, c'est beaucoup plus aléatoire, ces résultats pour l'instant. Il faut vraiment voir les poules. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le grandissime favori, c'est évidemment Sinner. Après, Alcaraz... Sur ce qu'il t'a montré à Paris, ça t'a pas inquiété? Non, mais... Chaque tournoi est différent, chaque match est différent. C'était quoi? C'était Tokyo. Tokyo, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est un peu fait la cheville, mais à Tokyo, on disait Tokyo, il marche sur l'eau, etc. Je pense qu'un peu reposé, des matchs comme ça, Alcaraz, il ne va pas en faire 2. Ça va être le Masters, ça va être un autre contexte. À chaque fois, il arrivait à l'époque à Bercy avec des mauvaises sensations. Il n'a jamais brillé là-bas, donc c'est un peu différent.
Là où je rejoins Sinner, c'est que je ne suis pas convaincu qu'il finisse numéro 1, même s'il gagne le tournoi. Parce que je ne vois pas Alcaraz... Il n'a pas gagné 3 matchs. Perdre en poule. Ouais. Après, il peut gagner 2 matchs en poule, se qualifier et perdre en demi. Il faut voir les poules. Faut voir les poules. Il faut voir les poules parce qu'on n'a pas. Mais c'est loin d'être impossible. On n'a pas évoqué le cas Novak non plus. On va l'évoquer. Parce que ça s'il vient pas, ça va dégager. Alcaraz, pour l'instant, c'est quoi? C'est 4 défaites pour 3 victoires au Masters. Éliminé en poule l'année dernière avec une seule victoire. Et battu en demi-finale en 2023 par Novak Djokovic, qui est allé gagner le tournoi ensuite face à Sinner. Ils se sont jamais joués, Sinner et Alcaraz, au Masters. Ce serait rigolo, par exemple, qu'ils s'affrontent en demi-finale. Ah bah là, avec la première place en jeu, ce serait fabuleux. D'un nouveau Masters 1000. Ça c'est un scénario qu'on aime bien. C'est sur Eurosport en plus, avec Justine Hénin. En exclu. En exclu. Cette course au Masters, on va faire le point avant de dire au revoir à ce Rolex Paris Masters. On vous propose quand même les 5 plus beaux points de la semaine. Oh là là, la vitesse là, en coup droit. Fini. Oh, attention, il est tombé. Et quel point remporté par Valentin Royer. Le public debout là, évidemment. Ça reste dedans. Et l'amorti. Allez, c'est bien. Gigantesque point. Ah ouais, ça fait monter la température. Là, c'est limite. Oh là là là. Risky Roublev. Oh, encore une fois. Oh, elle est dehors. Oh, aïe, 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 elle est dehors. Ouais. Alors, elle est dehors. Non, elle est bonne. Oh, elle est bonne, incroyable. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, elle est bonne. Oh là là, un poil de feutrine, 1 millimètre. En bout de course. Et encore en bout de course. Magnifique. Magnifique ce point. Effectivement. On peut dire que Maury avait vu le pays. Ah, il en a vu. Mais il a été extrêmement rapide et exceptionnel même sur ce coup de patte. C'est lui qui nous sort le premier coup de génie de cette partie. Un maillot au filet, il couvre. Il couvre. Elle est exceptionnelle. Moi, j'aurais sûrement plongé. Mais j'aurais pris le filet, donc j'aurais perdu. Il y avait des points pas mal quand même dans ce Rolex Paris Masters. On va basculer sur le Masters. C'est le dernier tournoi de l'année. Il y a les 8 meilleurs qui sont attendus. Pour l'instant, on connaît les 8 qualifiés. On va faire le point sur les noms. Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur et pour l'instant Félix Auger-Aliassime qui est repassé devant Lorenzo Musetti en allant jusqu'en finale à Paris. Musetti est à Athènes cette semaine. Il doit gagner le tournoi pour espérer repasser devant Félix Auger-Aliassime qui lui a décidé de ne pas aller à Metz. Il a laissé le destin entre les mains de l'Italien. Donc c'est ça le scénario, évidemment sous réserve de la participation de Novak Djokovic. Le président de la Fédé italienne a dit il va venir, on a eu confirmation.
On attend de voir son tournoi à Athènes. Pour Musetti, ce serait horrible, hein, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait en fin de saison, les tournois indoor, alors qu'il avait la pression. Il pensait que c'était bâché là, au moment du Rolex Paris Masters. Et là, il peut le perdre au dernier moment, c'est dur à avaler. Mais bon, il doit gagner à Athènes, on verra ça. Oui, alors moi, c'est le président de la fédération italienne, il est vraiment dans son rôle. Hein. Je suis un peu moins sûr que lui. Il veut vendre des billets. Oui, mais c'est normal. Hein. Après. Oui, c'est pas une information béton, hein, a priori. C'est lui qui a déclaré ça, on ne sait pas. Il a entretenu le flou, il était absent l'an dernier, on le rappelle, Novak Djokovic. Il avait fait l'impasse sur ce Masters alors qu'il était qualifié. Donc. Moi, je pense qu'il va y aller. Bah, ce serait bien pour le spectacle, ce serait bien pour le tournoi. Ouais, et puis il faut qu'il joue. A-t-il tout à gagner, Novak Djokovic, à aller jouer au Masters? Je te rappelle que depuis Roland, il a fait 3 tournois. Non, mais ça paraît dingue. Il a fait Wimbledon, il a fait l'US et il a fait Shanghai. On ne le voit quasiment plus. Il a quand même besoin de compétition, il a besoin de jouer. Je pense qu'il a aussi peut-être besoin de sécuriser cette fameuse 4e place mondiale pour être tête de série à l'Open d'Australie et pour éviter les 2 monstres avant les demi-finales. Il est 5e pour l'instant. Et puis tu ne crois pas que ça le démange aussi dans ce format-là, justement, des 2 sets gagnants, parce qu'il sait que c'est peut-être sa seule chance de pouvoir les battre dans ces formats-là, d'aller les défier, voir où il en est. Moi, j'y crois à ça. Je suis d'accord à 100%, si ce n'est que dans ces cas-là, dans cette programmation, je ne comprends pas, même si c'est sa famille qui organise Athènes, le tournoi d'Athènes. Parce que dans cette logique-là, il est trop précis dans sa programmation. Il fait Shanghai, il se prépare en indoor, il fait le Rolex Paris Master et ensuite il fait le Master. Pour moi, pourquoi Athènes, ça ne va pas justement? Parce que c'est juste la son tournoi. Il va là-bas, il fait du déplacement. S'il joue et qu'il est en finale, ça lui rajoute des matchs tous les jours. Parce qu'après, il finit son tournoi à Athènes, il vole pour s'il va en finale, il finit samedi et il doit aller dimanche. Pour moi, je trouve que dans cette projection de jouer le Masters, la programmation n'est pas forcément très cohérente. En revanche, là où je suis d'accord avec toi, c'est que du coup, il a besoin de se mesurer, de se jauger, voir où il en est par rapport au tout meilleur, et que depuis l'US Open, depuis son match face à Alcaraz, il n'en a pas, et que en projection de l'Open d'Australie, ça fait long. L'US Open, l'Open d'Australie, ça fait de longs mois sans affronter les tout meilleurs, parce qu'il a joué Shanghai, même s'il a fait demi, il n'a pas joué de top joueurs, en tout cas des joueurs qui sont susceptibles de gagner le Grand Chelem. Moi, je dis oui sur le Masters, mais je suis surpris de sa programmation quand même. Alors, je regardais ces face-à-face dans ces formats-là, les 2 sets gagnants. Contre Alcaraz, par exemple, c'est rigolo. Bon, il a pris une véritable dérouillée en demi-finale à l'US Open, mais sur les 3 derniers matchs, dans ces formats au meilleur des 3 sets, eh bien, il l'a battu. Alcaraz, il l'a battu au JO, il l'a battu à Cincinnati. Il l'a battu au Masters. La seule fois où il a perdu dans ce format-là contre l'Espagnol, c'était à Madrid, c'était lors de leur premier face-à-face. Donc je pense que déjà, il y aurait aussi ce côté, bon, Alcaraz, je peux me le faire. Bon, Sinner, c'est un peu plus compliqué. Là, tu regardes, là, il a perdu ses 5 derniers matchs face à l'Italien, 6 des 7. Tu sens qu'il n'y arrive pas. Oui, mais la dernière fois qu'il l'a battu, c'était aussi sur un format. Et puis peut-être que le scénario de Paris peut lui donner des idées. Quand tu vois Alcaraz qui se fait taper d'entrée, toi, il se dit, bah, attends, mais ça peut arriver aussi. Qui est un accident. Il a peut-être vu Sinner se tenir Alcaraz, le dos, il sort pas Alcaraz, il sort pas des poules. Sinner, il a un peu mal à la hanche, à la cuisse, au dos. Enfin, il a mal un peu partout. Il n'est pas là. Ben, moi, j'arrive, clac, crac, je gagne. Parce que c'est quand même le 3e homme. D'accord, ça, Nico, il y a plus de chance sur ce format. Mais puis moi, je pense que bon, c'est du tennis fiction, je suis d'accord. Mais oui, moi, je pense qu'il a plus de chance évidemment sur ce format-là. Et puis surtout, il faut qu'il joue les tout meilleurs. Il a besoin de se tester absolument, mais j'ai des doutes, j'ai vraiment des doutes par rapport à sa programmation. 38 ans après. Alors, sa participation à Athènes, c'est aussi parce que c'est son tournoi. C'est le tournoi de Belgrade qui a été délocalisé à Athènes parce qu'il est en froid avec le gouvernement serbe. Je vous invite à aller lire d'ailleurs l'article de Laurent Verne là-dessus qui raconte toute l'histoire. C'est très intéressant. C'est un peu passé sous les radars cette histoire, mais donc Novak Djokovic, le grand patriote serbe, a coupé les ponts avec son pays. Il est allé s'installer en Grèce. Ses enfants sont à l'école en Grèce et il a donc délocalisé son tournoi de Belgrade à Athènes. Voilà aussi pourquoi il le joue celui-là. Tu peux imaginer peut-être. On l'imaginait pas à Metz, quoi. Puis peut-être que tu peux imaginer qu'à partir du jeudi, il va dire je mets la flèche. Il faut être attentif à son parcours, mais imaginons qu'il joue et qu'il aille jusqu'en finale. C'est compliqué derrière d'enchaîner avec un Masters. En finale contre Musetti, qui gagne? Qui va au Masters? Non, mais moi je le veux. Moi je veux Novak au Masters. Parce que déjà à Paris, on était frustrés. Franchement, il manquait que lui. Tu avais tout le monde, tu avais envie d'avoir Novak. Puis on veut le voir jouer face à Alcaraz. Puis que tu le veuilles ou non, ça reste la superstar. Évidemment, Sinner et Alcaraz, ils sont ultra populaires. Il suffisait de voir leur entrée sur le court dans l'arène là, à Nanterre, c'était impressionnant. Mais Novak, c'est encore au-dessus, c'est la légende, quoi. Ah oui, et puis il est populaire en Italie aussi. Effectivement, aujourd'hui, c'est la superstar du tennis. Puis à
aller peut-être chercher un dernier grand titre pour Novak Djokovic. Quand même, il y a eu les Jeux l'année dernière. Là, son 100e, c'est Genève. Bon, j'aimerais vraiment, je vous rejoins. Il faut aller chercher un grand. Je souhaite qu'il y aille. Parce qu'en Grand Chelem, on se dit que c'est plus compliqué, alors qu'un Masters, et puis il irait battre le record de Roger Federer. Les chiffres quand même. Encore une fois, le scénario de Paris, moi, pour la saison prochaine en Grand Chelem, ça va le galvaniser. Il se dit mais attends, mais ouais, Alcaraz, il peut tout à fait perdre au premier tour. Sinner, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Regarde, sur des formats au meilleur des 3-7, il est déjà fatigué. Alors imagine sur des formats en 5-7. Le tournoi des maîtres sans Novak Djokovic, oui. C'est 7 titres au tournoi des maîtres, Novak Djokovic, autant que Roger Federer. C'est combien de participations? C'est sa 18e qualification, record de Roger égalé. Et 17e participation s'il y va, comme Roger. Le mec, il se permet de faire l'impasse quand même pour le Masters. Moi, je trouve ça fabuleux. Je sais pas, le Masters, je sais pas, ça m'intéresse pas. Alors juste quand même, pour la course à la 4e place, il y a quand même beaucoup d'avance sur Fritz et Shelton. C'est-à-dire que même s'il y va pas, il peut finir 4e parce qu'il faudrait que Fritz et Shelton réussissent tous les deux au Masters. de beaux parcours à Turin pour pouvoir lui passer devant. C'est un enjeu. Parce que lui, il n'a pas de points à défendre de l'année dernière. Attendons de voir. Le galvaniser, 7 titres, le dernier donc en 2023 face à Yannick Sinner, le premier en 2008 face à Davydenko. C'était pas à l'époque où il était le plus fort, mais il va quand même gagner le Masters en 2008, Novak Djokovic. Puis après, 2012, 2013, 2014, 2015, il les a enchaînés. Non, mais de toute façon, les chiffres. C'est comme les chiffres de Nico. 2023. Oui, ça peut être la même chose. Ah bah attends, non, mais je veux dire, les 25 ans de carrière, t'as battu Murray, t'as battu Nadal, enfin tu vois, t'as une sacrée longévité. Donc, pareil. On espère, en tout cas, il a tout à gagner. Voilà, c'est la conclusion. Novak d'aller jouer au Masters pour jouer, pour se confronter à ses plus forts, pour peut-être aller gagner un grand titre encore. J'y crois moyen, mais j'espère être agréablement. Casse ambiance. À l'heure où on se parle, en tout cas, il n'y a pas d'annonce. Il y a juste celle de. Tu vois, c'est le gars sérieux, le consultant qui dit la vérité. Nous, on est là pour faire des caisses, pour dire. J'espère qu'on me dira dans quelques jours, Nicolas Mahut, sans rien. J'espère vraiment de tout cœur. Qu'il te donne tort. Oui. On va terminer cette émission en parlant des Français quand même, parce qu'il y a un an... Ils ne sont pas au Masters, non. Peut-être un en double. Ah. Quand même Édouard qui est remplaçant, qui est 9e. Il y a un doute aussi sur Pavic qui s'est blessé avant, justement en demi-finale ou en finale de Vienne, qui s'est retiré du Rolex Paris Masters. Donc il y a une incertitude. Donc peut-être qu'on aura un Français en double. Ils sont premiers remplaçants. Donc, associés avec Hugo Nice, monégasque. Ils pourraient rentrer. Ah bah alors, voilà, il y aura peut-être un Français au Masters en double. En tout cas, ils ont été assez rapidement éliminés à Paris. L'année dernière, à la même époque, les leaders du tennis français, c'était Arthur Fils, c'était Hugo Humbert qui sortait de sa finale à Paris face à Sacha Zverev. Cette année, ils sont absents, ils sont blessés tous les deux. Est-ce que Arthur Hinderknecht, Corentin Moutet, qui sont les deux mieux classés aujourd'hui, ont pris le relais cette fin de saison? Arthur Hinderknecht, 28e joueur mondial. Corentin Moutin, 31e, c'est son meilleur classement. Ils finissent très fort l'année. Est-ce qu'ils ont pris le relais de ce leadership français? Ils ont profité d'une opportunité, surtout. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment prendre le relais. Ouais. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que le tennis français a une vraie densité, en train de progresser. Arthur fait une deuxième partie de saison. On dirait le président de la Fédération française, qui était à notre micro et qu'on aime beaucoup. Densité. Mais c'est vrai. Le petit taquet, oui, mais il n'est pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup de joueurs dans les top 50. Arthur qui fait que progresser, Corentin qui est top 30. Et du coup, ça va entraîner les autres derrière. Il profite aussi quand même qu'aujourd'hui, il va être numéro 1 français en étant aux alentours de la 25e place. L'an dernier, on était en train de se dire plutôt, Hugo, il n'était pas loin d'être dans le top 10. Avec Arthur, s'il ne se blesse pas, il va dans les 10 aussi après son début de saison avec quart de finale Indianois, Miami, Monte-Carlo. Bon, je pense que c'est très bien, c'est très positif. Moi, j'attends qu'Arthur revienne, fils, pour qu'il réenclenche un petit peu sa dynamique et surtout, ça va vraiment profiter à tout le monde derrière. Aujourd'hui, je suis entraîneur de Benjamin. Moi, je suis très content qu'il y ait tous ces joueurs-là qui jouent bien. Ça va vraiment emmener tout le monde.
C'est une anomalie alors que le leader du tennis français soit 28e. Non, mais le numéro 1, c'est Arthur Fils, il a raison. Arthur, s'il ne se blesse pas à Roland-Garros, il fait un super début de saison. Quart de finale des 3 premiers Masters 1000, ça faisait très longtemps qu'un Français n'avait pas accompli ça. Indian Wells, Miami, on le voyait venir gros comme une maison. Il avait son tennis en place, le physique était là. Franchement, on le voyait débouler dans le top 10. Et Hugo, pareil, bien sûr. En revanche, ça reste quand même aussi insuffisant. Ça progresse, on a une grande densité, il en faut encore plus. Je pense que tout le monde est ambitieux et je suis très confiant sur les 2-3 prochaines années qui vont venir. Je pense qu'on va avoir plus de... Là, on a des joueurs dans les 50, je pense qu'on en aura dans les 20. Plus qu'aujourd'hui. Mais bravo à Corentin Moutet et Arthur Rinderknecht. Et qui vont continuer à progresser. Oui. Et qui ne veulent pas s'arrêter là, il l'a dit Corentin Moutet. Ils vont être tête de série à Melbourne, ils ont battu des top 10. À partir de cet été, franchement, la deuxième moitié de saison des deux garçons, elle est phénoménale. S'ils continuent comme ça, ils vont encore grimper dans la hiérarchie. Chapeau, vraiment, il faut le dire. Donc c'est une petite parenthèse. On attend le retour d'Arthur Fils. C'est lui le leader, c'est lui le meilleur aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas sûr à son meilleur niveau. Arthur, alors ça fait partie d'une saison, des fragilités d'un joueur. Arthur va certainement finir numéro 1 français. Il a fait une finale en Master 1000. Il a évidemment progressé. Je pense que son association avec Lucas lui a fait beaucoup de bien. Mais je ne suis pas sûr que l'année prochaine, ce soit le même trio en tête du classement français. Il va avoir des points à défendre en plus l'année prochaine. Non, mais c'est pas voir. En revanche, si le numéro 1 français l'année prochaine, à mon avis, il sera mieux que 25e mondial. C'est tout ce qu'on espère. Ça sera peut-être Arthur, mais... Oui, c'est ça. Mais on a besoin, on a besoin de nos deux locomotives. C'était le petit jeune qui arrive, qui déboule, qui est hyper fort, sur qui il y avait des espoirs depuis longtemps en plus, qui a confirmé ces espoirs-là. Donc c'est lui qui peut emmener les autres. On va en avoir d'autres. Il va y avoir Hugo, il va y avoir Giovanni qui va aussi continuer à passer des caps, continuer à progresser. Il va pas avoir la régularité. Il ne faut pas attendre d'un Giovanni d'avoir la régularité d'un Corentin Moutin ou d'un autre joueur. Lui, il va faire des coups. Par contre, quand il fera un coup, on peut le voir dans le dernier carré à Wimbledon. Voilà. Et pourquoi pas aller plus loin. Et puis mais on ne veut pas que des coups, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Non, mais avec son style de jeu de Giovanni, il ne fera pas une saison où il sera en demi-finale de tous les tournois qu'il va jouer. Il y a des moments, comme à Metz, il a fait le premier tour. Il y a des moments où il a besoin aussi de mettre son jeu en place. Il y a des moments où il se sentira un petit peu mieux, des surfaces qui lui correspondront un peu plus. En revanche, quand il sera bien, et les semaines où il sera bien, ça pourra faire comme à Bâle, etc., plus régulièrement. Il va continuer à progresser parce qu'il travaille extrêmement bien, très précis, très rigoureux. Donc lui aussi, il sera, à mon avis, il sera installé dans les 30 premiers. Et puis il y a tous ces Français qui ont été capables d'atteindre des demi-finales et des finales. Il y a Alexandre Müller, qu'on n'oublie pas, qui avait fait un super début de saison. Il y a Valentin Royer qui est sorti du chapeau pendant la tournée asiatique. Il y a Terence Atman qui fait sa demi en Masters 1000. Je pense que Royer sera dans les 30 aussi. Ah ouais? Ouais, parce que je trouve qu'il joue très bien. Très bien, très fort physiquement. Il va faire pratiquement 100 matchs cette année et il arrive à les encaisser malgré son jeune âge. 56e aujourd'hui, Valentin Royer. Je pense qu'il sera dans l'année, pas loin du top 30. Atman, pareil, c'est un joueur qui aura du mal à être aussi stable. Mais quand il fera des coups, il sera capable de performer très haut. Et puis, il y a un Caso. Enfin, il y a beaucoup de... Arthur Caso, bien sûr. Vraiment, il y a un... Mais il manque le top 10. Quoi. Il y a un moment, la densité, c'est sympa, mais on veut quand même notre top 10. Je suis d'accord. On en a besoin en plus. C'est vrai, tout le monde. Le tennis français, oui, bien sûr, les diffuseurs aussi, parce que tu vois bien un tournoi, quand tu as un Français qui va loin, ça te porte. Quand tu vois l'histoire Rinderknecht, Vachereau à Shanghai, même l'histoire à nouveau Rinderknecht, Vachereau au Rolex Paris Masters, ça te porte, tu as des histoires à raconter, le public suit, ça marche quoi. Et puis, attendons de voir aussi le résultat de l'équipe de France en phase finale de Coupe Davis. Bien sûr. Ils peuvent gagner, ils peuvent être en finale. Moi, je pense qu'ils vont être en finale. C'est tout ce qu'on souhaite. J'ai fait beaucoup d'annonces sur cette émission. Là, c'est les quarts de finale. Il y a la Belgique et puis il y a l'Italie quand même, en demi. Alors, on affronte la Belgique dans ce Final 8. Voilà. Première quart de finale Belgique, potentiellement l'Italie en demi-finale. Oui, mais sans Sinner. Ah oui. Je ne sais pas s'il va pas, au dernier moment, s'il ne va pas y aller quand même. Ça sera l'objet d'un autre débat parce que non, mais être capable de refuser de jouer en Coupe Davis. Là, oui, il l'a gagné. J'entends tous les arguments qui sont pour pas jouer, fatigué, etc. Mais il y a 20 ans, est-ce qu'un joueur, n'importe quelle nationalité, avec une finale de Coupe Davis chez lui dans son pays, se serait retiré?
Mais est-ce la même Coupe Davis? C'est pour ça. On en revient sur ce que ça représente, etc. Je sais Ça pas si sera lui, l'objet ça d'une autre émission. En tout cas, il a pris ses billets pour Incheon, on a en Corée du Sud, pour l'exhibition avec Carlos Alcaraz le 10 janvier, Yannick Sinner. Eh bien. J'espère que vous aussi. Il n'y a pas assez d'argent pour ça. Non. Alors, si vous aimez le beau tennis, en tout cas, j'ai un livre à vous recommander, les belles photos, les belles histoires. Je vous recommande ce livre de Cédric Rouquette qui s'appelle sobrement Tennis et qui explore l'histoire de ce sport et les grandes figures qui l'ont incarné, qui l'incarnent encore. Voilà. Ah, c'est un super livre. Très beau, avec des très belles photos. Cédric Rouquette, ancien d'Eurosport, donc voilà. Puis il y a l'équipe qu'on peut toujours acheter avec Nicolas en ligne. Nous, celle-là, on la garde, elle est collée par la ligne de l'équipe. Bien. Voilà. Il y a Dembélé, puis il y a il y a un ballon d'or et il y a un autre ballon d'or à nous. Et merci à tous les deux pour ce débrief, c'était très chouette. On se retrouve mardi prochain dans Retour Gagnant. Bonne route, bonne fin de saison avec Benjamin Bonzi. Oui, là, on retourne en entraînement justement pour la préparation pour cette phase finale de Coupe Davis. Et voilà. Au boulot. Eh oui, Ce sera grâce à lui si on la gagne. Oui, là, on pourra le dire. En tout cas, il y a eu beaucoup d'annonces, on fera les comptes. Oui, c'est ça, c'est un peu trop faux. Et merci à Seb Petit en régie. À mardi prochain dans Retour Gagnant. Bye bye.